On retrouve donc à présent Alessandra Diotan pour la chronique économie de ce mercredi matin. Alessandra, bonjour. Bonjour mon ami. Comment allez-vous? Super bien, merci. Ça fait plaisir de vous retrouver sur 5 sur 7 matin. Plaisir partagé. Eh bien, madame, monsieur, bonjour. Nous sommes en mars, mois de la femme, dit-on. Vous le savez bien, le 8 mars est la journée internationale consacrée aux droits de la femme depuis 1977. À cette date, la communauté internationale marque habituellement une pause pour le bilan des efforts déployés en vue de la réalisation des droits des femmes et de leur participation au processus politique et économique. Et c'est justement ce dernier aspect qui nous intéresse ce matin. On parlera d'autonomisation économique de la femme, du pourquoi et du comment avec notre invitée Grâce Judicaël Anago. Bonjour. Bonjour madame. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Vous êtes femme entrepreneur, expert spécialiste des questions d'autonomisation des jeunes et des femmes. D'autonomisation financière. D'autonomisation financière. Mais autonomisation en général. C'est ça. Ouais. C'est un plaisir de vous recevoir par ici. Et pour entrer dans le vif du sujet, qu'entend-on déjà par l'autonomisation économique ou financière de la femme? Déjà, on va parler d'autonomisation en général. Alors, l'autonomisation d'une personne, c'est sa capacité à prendre elle-même des décisions pour elle-même, à décider elle-même de ce qu'elle veut pour elle-même, que ce soit sur le plan social, sur le plan marital, sur le plan économique, okay, sur le plan politique. Et cela passe par la capacitation, c'est-à-dire il faut lui offrir les capacités de s'éduquer, donc d'avoir une très bonne connaissance des compétences, donc de s'éduquer et d'avoir accès aux décisions politiques, de pouvoir participer à la vie sociale et économique de sa communauté. Et donc d'une manière générale, c'est ça l'autonomisation. Donc on peut faire l'autonomisation sociale des femmes à travers par exemple leur capacité à prendre la parole, à participer à la vie sociale de leur communauté. On peut faire l'autonomisation politique des femmes par exemple en leur offrant des capacités politiques, de prendre des décisions pour la vie publique, de participer à la vie politique des communautés. Et de plus en plus, vous avez remarqué qu'on demande plus de femmes dans les instances. C'est une manière de participer et d'encourager l'autonomisation des femmes. Donc, et quand on revient spécifiquement sur l'autonomisation financière d'une personne, c'est sa capacité à pouvoir elle-même, à ses besoins fondamentaux, notamment se loger, se vêtir, se nourrir, s'éduquer, c'est-à-dire les premiers besoins de toute personne. Et donc, si aujourd'hui on en parle de plus en plus, c'est parce qu'à un moment donné, on a remarqué qu'il y a un déficit, il y a un problème, c'est parce que c'est pour lever des problèmes qu'on a commencé par parler de l'autonomisation des femmes, de l'autonomisation des jeunes, parce que justement, il y a des problèmes irrelatifs. L'autonomisation financière spécifiquement, c'est ce qui nous intéresse, il ne faut pas l'oublier. À quel problème est-ce que cela vient solutionner en ce qui concerne la situation des femmes? Alors, déjà, c'est important de dire, mais quelle est la situation des femmes? Allons-y. En fait, du fait d'être une femme, il y a beaucoup de problèmes liés à fait, c'est-à-dire c'est des problèmes que vous n'aurez jamais eus si vous n'étiez pas une femme. C'est ces problèmes-là qu'on classe dans la catégorie des problèmes liés au genre. Et donc, de quel problème spécifique sur quel problème spécifique? Je suis suspendue à cette lettre, je suis curieuse d'en savoir plus. Alors, si par exemple vous n'êtes pas une femme, vous ne pourrez pas subir par exemple un viol. Si vous n'êtes pas une femme, vous ne pourrez pas mourir en donnant naissance à un nouvel enfant. C'est des problèmes spécifiquement liés aux femmes et à tout le poids social que l'on a mis sur les femmes. Et donc, c'est important pour régler ces problèmes de mettre en place des dispositions particulières. Et lorsqu'on cite les problèmes des femmes, c'est beaucoup. Il y a le manque d'éducation, c'est-à-dire les femmes, jusqu'à un passé récent, n'avaient même pas le droit d'aller à l'école. On privilégiait la scolarisation du garçon sur celui de la fille. Et c'est pourquoi, justement, comme mesure, il y a eu la gratuité de l'école pour les filles.
Il y a la santé sexuelle et reproductive, qui est également un énorme poids pour les jeunes filles et pour les femmes. Et c'est pourquoi il y a aujourd'hui beaucoup d'organismes et de féministes qui s'insurgent, qui militent pour une amélioration de la santé sexuelle et reproductive et du droit des femmes à l'information sexuelle et reproductive. Il y a le problème, par exemple, des mutilations génitales. C'est du fait que la femme autonome financièrement... Ce n'est pas fini. Et il y a le plus gros, c'est les violences basées sur le genre. Et donc, tout ça, c'est un coffret de problèmes qui sont le lot des femmes. Et en autonomisant mieux les femmes, en leur donnant la parole, en leur permettant de prendre des décisions pour elles-mêmes. En fait, je suis sûre que si vous deviez décider vous-même d'être maltraité ou bien traité, vous déciderez d'être bien traité. C'est cela l'autonomisation. Et dans ce lot, il y a l'autonomisation financière, que moi j'appelle la mère des autonomisations. Parce que vous avez beau dire à une femme, tu as le droit de parler, tu as le droit de répliquer, tu as le droit de te défendre quand les gens te briment, et qu'elle n'ait pas les moyens, elle peut se laisser elle-même brimer, juste parce qu'elle n'a pas l'argent qu'il lui faut pour vivre tous les jours. Elle peut se laisser tabasser par un mari, se laisser maltraiter psychologiquement par un mari, parce qu'elle n'a pas les moyens de sa subsistance. Alors, quel est le contenu des programmes axés sur l'autonomisation financière? Déjà, est-ce que l'argent suffit à tout? Parce que le but d'autonomiser financièrement la femme, c'est de lui permettre... Donner la capacité d'être financièrement à l'aise. C'est ça. Il est clair que l'argent ne suffit pas à tout. Oui. Mais l'argent suffit à 95% des choses. Là où tous les mots ont échoué, l'argent débloque les portes. Par exemple, je vous donne un tout petit exemple. Les femmes dans certaines régions du Bénin n'ont pas accès à la terre. Elles ne peuvent ni hériter ni acheter de la terre. Bon, c'est ce qu'on dit. Mais aujourd'hui, si elle a l'argent, elle achète sa terre. Elle achète sa terre. Et l'exploite pour ses activités génératrices de revenus. Donc l'argent ne suffit pas à tout, mais l'argent fait 97% des choses. Les 3%, on laisse ça à Dieu. Et donc, quels sont les programmes? Quel est le contenu de ces programmes? Des programmes d'autonomisation. La plupart des programmes d'autonomisation travaillent d'abord sur la formation, le renforcement de compétences des femmes, leur donner des activités génératrices de revenus. Que ce soit dans le monde urbain que dans le monde rural, ça se fait. Et je connais de grandes institutions qui travaillent uniquement à l'autonomisation financière des femmes. Je vais citer par exemple Batanga Fondation, qui s'occupe exclusivement de l'autonomisation financière des femmes. Dites-vous que par exemple Batanga a mis en place un réseau de plus de 6000 femmes qui travaillent ensemble pour gagner de l'argent, et elles se font beaucoup d'argent. Et lorsqu'une femme commence par gagner de l'argent, qu'est-ce qui se passe? Les enfants vont plus facilement à l'école, elle se soigne mieux, elle investit dans sa famille, dans tous les domaines, c'est prouvé, que ce soit sur le domaine agricole. J'ai fait le cajou, j'ai fait le coton, dans tous ces domaines-là, chaque fois que les femmes ont pu gagner de l'argent, on a vu la vie de la société, la vie de la communauté s'améliorer. Tandis que, parfois, quand c'est l'homme qui gagne l'argent, on a vu de nouvelles femmes s'ajouter. On a vu d'autres problèmes venir s'ajouter. Donc l'autonomisation financière des femmes leur donne l'autonomie en général, mais également permet de régler des problèmes de base de la communauté. C'est donc un élément essentiel sur lequel tous les organismes devaient se focaliser. Comment faire en sorte que les femmes deviennent financièrement autonomes. Je sentais un monde brûlé d'impatience. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Le nerf de la guerre, ou c'est l'éducation. Parce que j'ai l'impression que vous centralisez le débat ou la réflexion autour de l'argent. Pour vous, si on suit votre réflexion, donnez-leur de l'argent, jetez-leur de l'argent à la figure. Qui a dit ça? C'est ce que j'ai. Vous n'avez rien compris de ce que j'ai dit. J'essaie de vous suivre en tout cas. D'accord. Alors ce que je dis que l'autonomisation financière des femmes leur permet de se libérer et de libérer leur communauté. Et c'est quoi l'autonomisation? Comment on arrive à l'autonomisation? J'ai dit que le premier principe, c'est le renforcement de capacité. Et donc quand vous dites éducation, c'est également ça.
L'éducation, c'est aussi ça. Je suis d'accord. Déjà, la jeune fille, la petite fille, permettez-lui d'aller à l'école. C'est ça. Et quand elle a échoué à l'école, faites-lui faire des activités génératrices de revenus. Permettez-lui d'apprendre un métier. Et même là encore, quand elle a échoué, nos mamans, ça dit, l'Afrique a toutes les compétences. Apprenez-lui peut-être à faire du commerce. Pourquoi pas. En fait, c'est ce qui se passait avant. Quand la fille échouait à l'école, on la mettait dans le commerce, à côté d'une tante, à côté de sa maman. Elle allait au marché. Et c'est comme ça que toutes les nanas baissent de Topa se sont formées. Donc, l'autonomisation financière repose essentiellement sur l'éducation, l'apprentissage à la gestion, même la gestion de l'argent lui-même. Parce qu'il y a aussi un problème. Lorsque les femmes gagnent de l'argent, elles sont tout de suite dans les achoké. Vous allez voir une femme qui a un revenu de moins de 50 000 francs le mois s'offrir régulièrement des pagnes. De 30 000, de 40 000. Des grands trucs. Ça, c'est une très mauvaise gestion financière qui travaille à l'appauvrir et à la maintenir dans une dépendance financière qui ne correspond pas à ce que nous sommes en train de dire. Donc, l'autonomisation aussi, c'est d'apprendre aux femmes à gérer l'argent. Si tu as 100 000, comment tu fais pour que ça devienne 150 000 plutôt que de le dépenser? Et c'est justement dans ce sens que moi, je fustige toutes ces associations, ces organisations qui sortent des pagnes de 8 mars, qui sortent de grands foulards et qui chosifient encore une fois les femmes pour qu'elles commencent à faire ça. Alors, Grâce, j'ai bien envie de vous demander quels sont les freins, les limites observées sur le terrain dans ce travail-là, accompli pour amener la femme à s'autonomiser, à avoir une activité. C'est comme si vous aviez posé à travailler dans l'administration. La question des questions, la plus grosse question, parce que il y a tellement de... Il y a des limites tellement grandes qu'on n'arrive pas à leur donner tous des noms. Vous savez, c'est dit, il y a une éducation, il y a un formatage de la psychologie sociale que parfois même des personnes comme moi, nous subissons et nous travaillons à la maintenir. C'est-à-dire, si on ne réussit pas à déconstruire le mythe du genre, depuis le bas âge chez les enfants, à expliquer aux petits garçons et à la petite fille qu'ils sont vraiment égaux ou bien tous utiles, parce que moi je ne suis pas dans le sens de l'égalité, parce que chacun son rôle et c'est complémentaire. Donc il faut expliquer à tous les deux qu'ils sont très utiles, qu'ils ont les mêmes droits, les mêmes devoirs, c'est-à-dire l'éducation pour déformater et déconstruire l'aspect genre dans nos sociétés. Les femmes ne sont pas obligées de s'en référer systématiquement à un homme pour prendre des décisions. Parce que c'est à ça que la société nous a réduits. Et c'est ça qui fait le plus grand problème. Exemple, vous dites à une femme, je vais te former, je vais te montrer, par exemple, elle est venue vous voir avec 3 enfants et vous avez vu que tous les enfants sont par exemple malnutris. Ok, je vais te former, je vais t'apprendre comment on fait des farines pour que tu récupères déjà tes propres enfants pour qu'ils soient en bonne santé, que toi-même tu manges et que tu sois en bonne santé et que tu puisses même revendre ça pour gagner, par exemple, de l'argent. Elle va te dire, je vais aller voir, là, donne papa, là, donne papa, mettons, là, donne toi, mettons. Pourtant, ce n'est pas que tu lui dis, je viens payer. Oui, mais Grâce, est-ce que cela est mauvais en soi? Parce qu'on aurait tendance à croire que vous incitez à un bras de fer au sein des ménages. Absolument. Si cette femme-là vit dans un ménage, est-ce qu'il ne faut pas lui apprendre comment influencer son mari, l'amener à adhérer à ce qu'elle lui propose, amener à la chose? Mais en fait, c'est ça, Alessandra, le problème. Ouais. J'ai presque envie de vous dire que vous subissez aussi le système. C'est ça le problème, parce que quand c'est le mari qui est venu et tu lui dis, hé gars, j'ai un business de 5 millions. C'est-à-dire, il ne gagne pas 200 000 par mois. Et j'ai un business de 5 millions sur lequel je vais te mettre. Est-ce qu'il dit, je vais aller parler à ma femme? Est-ce qu'il dit ça? Est-ce qu'il dit, je vais d'abord aller informer ma femme, si elle dit quelque chose, je vais venir te dire. Mais vous concevez avec moi, en tant que femme, nous réclamons quand même être consultés par nos époux sur des questions quand même des trucs qui sont liés au couple. Si il y a en retour, on ne peut pas faire cette démarche, est-ce équilibré? Non. Il y a ce qu'on appelle, il y a ce qui est normal. Oui.
et il y a ce qui est exagéré. Ne prenons pas l'exagéré dans le cadre du normal. Ce n'est pas possible. Et comme ça, on ne va pas évoluer. Il est normal de communiquer dans un couple. Si par exemple cette dame-là, au lieu de me dire je vais aller en parler à mon mari et revenir te dire, en fait, c'est pas que la décision, elle ne l'a pas, elle veut bien, mais si son mari là-bas lui dit non, elle ne fera pas. Exemple, hier, je discutais avec une dame qui dit, je veux pour... Elle a fait l'université. Elle a une maîtrise. Et elle dit, je veux apprendre un métier pour compléter mes activités parce que depuis l'université, je ne gagne pas de l'argent. J'ai envie de faire la coiffure. Mais mon mari a dit non, c'est la couture que je vais faire. Est-ce que vous comprenez que c'est un problème, ça? D'accord. Dans le cas d'espèce, qu'est-ce que vous proposez? Braver l'avis du mari, aller au clash, faire preuve de rébellion ou en discuter, trouver un terrain d'entente? Pourquoi cherchez-vous à dire que je suis rebelle? Je pense qu'à côté, il serait bien de développer cette capacité des femmes à argumenter, à pouvoir influencer leurs époux. Ce que je dis, c'est que lorsqu'une décision est bonne pour toi, tu puisses dire oui, je le veux. D'accord. Quitte à ce que, une fois rentré chez toi, tu dis, monsieur mon mari, mon cher chéri, regarde, voilà une très belle opportunité que telle personne nous a dit. Et je pense que vraiment c'est important. En fait, quand tu y vas, c'est information, conviction. Convaincre le mari, lui expliquer en quoi c'est bon et non pas lui dire, est-ce que je peux? D'accord, vous aurez compris. Il y a une grande différence. Est-ce qu'on peut évoluer? On a commencé par citer les limites, les freins. Donc, la plus grosse limite, c'est le blocage psychologique. Okay. Mais après ça, il y a le problème de comment on y parvient. Il y a le problème de comment on réussit à véritablement faire l'autonomisation financière des femmes. Parce que d'une région à l'autre du Bénin, ce n'est pas les mêmes problématiques. Si vous êtes dans une région urbaine, ce n'est pas la même chose que si vous êtes dans une région rurale, par exemple, où les femmes sont déjà des agricultrices. Par exemple, en région rurale, c'est un peu plus facile même d'autonomiser les femmes en région rurale parce que souvent, elles ont déjà une activité qui est claire, c'est les travaux des champs. Maintenant, il s'agit de les aider à développer ça, les aider à limiter les pertes post-récolte, les aider à trouver des marchés plus rémunérateurs, les aider à s'organiser, leur faire une éducation financière pour qu'elles puissent savoir que quand elles ont 50 000 francs, il ne faut pas aller mettre 30 000 francs dans des pagnes et autres. C'est-à-dire, c'est tout ça. Mais quand vous revenez dans une zone urbaine comme Cotonou, Parakou, c'est un peu plus compliqué parce que la plupart de ces femmes, parfois, sont venues du village, ont fait les odes rurales et n'ont même pas une compétence. Il faut d'abord leur apprendre un métier et ensuite qu'elles puissent pratiquer ce métier, qu'elles apprennent à gagner de l'argent avec ce métier. Et c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et puis, de toutes les façons, c'est ça, hein, c'est la limite. On se dit, bon, les femmes cherchent d'abord un mari. À tout ça, quels sont vos remèdes? Qui vont La femme cherche un mari. D'abord, puisque le mari va subvenir à ses besoins. C'est ça qui est dans la tête de tout le monde. C'est normal qu'un mari puisse aider sa femme et qu'une femme aussi puisse aider son mari. Et vous voyez, il y a même des maris qui disent à leur femme, tu ne vas pas travailler, tu ne vas rien faire. Ce qui n'est pas le cas au village. Même quand au village, on dit la femme ne va pas travailler, elle va au moins au champ avec le mari. Et souvent dans les villages, on lui donne une petite parcelle qu'elle peut cultiver pour ses propres besoins. C'est vrai que ce n'est pas aussi réjouissant que je le dis comme ça, mais c'est déjà quelque chose. Alors, quels sont Qu'est-ce que vous proposez comme remède ou solution? On continue. On va continuer par travailler. Ce n'est pas une lutte. Avec quels acteurs? Toujours. Que ce soit le gouvernement, que ce soit toutes les parties prenantes, que ce soit les organismes internationaux, nationaux, les acteurs à la base elles-mêmes. Il faut qu'on puisse travailler avec qu'elles puissent être... Vous voulez parler des femmes? Oui, des femmes elles-mêmes, qu'elles puissent être partie prenante, qu'elles puissent comprendre la nécessité pour elles de commencer par gagner de l'argent. Ce n'est pas forcément beaucoup d'argent, mais gagner de l'argent pour s'acheter elle-même son linge hygiénique, gagner de l'argent pour ceci et cela. Donc, alors, on est d'accord aujourd'hui qu'on n'est plus à une position stationnaire,
qu'on a commencé par faire, par mener cette réflexion depuis quand même plusieurs années déjà, et que les choses sont en train de bouger. On est d'accord que ça va prendre du temps, ça a pris du temps pour s'installer, ça va prendre forcément du temps pour être déconstruit. Il faut forcément être patient et apprécier déjà les progrès qui sont en train d'être réalisés. C'est normal, c'est clair qu'on apprécie les progrès et on est même très reconnaissant à tous ces mécanismes qui se sont mis en place pour que les femmes soient où elles sont aujourd'hui. Mais à trop apprécier l'avancement, on pourrait reculer. On pourrait reculer. Et il y a des phénomènes très graves que je ne voudrais même pas citer sur ce plateau qui se produisent et vous vous demandez qu'est-ce que nous avons fait depuis 30 ans sur les droits des femmes pour qu'on en arrive encore là, ou bien sur l'autonomisation des femmes pour qu'on ait encore des situations pareilles. Donc c'est vrai, on apprécie le parcours, on apprécie les avancements, mais également on prend conscience de la taille du travail que nous avons à faire et on continue d'y travailler résolument. Nous allons passer, mais d'autres personnes vont encore venir et continuer le travail. Nous tendons vers la fin de notre entretien. Je m'en voudrais de vous laisser partir sans que vous nous rappelez aux femmes qui nous suivent l'importance d'être autonomes financièrement. Alors, chère maman, chère sœur, chère petite sœur, et il est très très important que vous puissiez avoir une activité génératrice de revenus, que vous puissiez savoir faire quelque chose de vous, mais que vous puissiez gagner de l'argent. Ce n'est pas parce que vous avez besoin de braver vos maris ou vos pères, ce n'est pas parce que vous devez être rebelle, c'est juste pour pouvoir vous-même assumer certains de vos besoins et prendre des décisions lorsque le mari ou le père n'est pas là. C'est pour que vous puissiez amener votre enfant à l'hôpital quand il fait 40 de fièvre et que le papa n'est pas là. C'est pour que vous puissiez aller payer les scolarités de vos enfants quand le papa est un problème. C'est pour que quand vous devenez subitement veuve, vous puissiez bénéficier de ce que vous avez déjà appris, de ce que vous faites déjà. Il y a beaucoup de choses qui font que vous devez tout faire, comme si c'était travailler jusqu'à votre dernier souffle pour pouvoir chaque fois avoir un revenu financier régulier qui vous permette de satisfaire vos besoins. Et si ce revenu peut vous permettre de vous faire plaisir de temps en temps pour dire oui, je suis une femme, je suis autonome, je suis fière de l'être, ça fait plaisir. Voilà. Ça me fait plaisir à moi quand même, grâce à Nago. Merci d'être passé par ici ce matin. Herman Lamégan sera donc tout pour la chronique économie. On va espérer que l'essentiel du message est passé. Et pour ce mois de la femme, on va poursuivre la lutte, revenir parler. Assez de chapeaux, assez de pagne, s'il vous plaît. On en a plus qu'assez. Le peu d'argent qu'on a, oui, travaillons à le développer et à laisser un héritage à nos enfants. Merci, grâce à Nago. À la prochaine, à la semaine prochaine. À la prochaine, Alexandra Dioton, vous faites bien d'en parler aujourd'hui, vous parlez d'autonomisation économique des femmes. Il faut dire qu'il y en a beaucoup qui ont déjà suivi ce chemin, et ces femmes-là, la plupart du temps, on les retrouve dans les marchés. Oui.